Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 85, nous discuterons avec Raymond Kerzero, chercheur principal chez PWL, d'un récent article de recherche publié par Morgan Stanley intitulé « Who's on the other side ?» ou en français « Qui se trouve de l'autre côté ?» Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien François, et toi? Très bien, merci. Salut Raymond, bien heureux de te revoir sur le podcast. Salut François, le plaisir est partagé. Excellent. Donc, je vais commencer. Bienvenue à nouveau à tous à notre balado. Aujourd'hui, on va décortiquer un rapport intéressant de Morgan Stanley qui est intitulé « Who's on the other side ?» Donc, en français, qui est de l'autre côté. Il traite du bras de fer entre l'investissement actif et l'investissement passif. François, ce rapport porte sur l'état actuel des marchés financiers et tente de répondre à la grande question suivante. Les marchés sont-ils toujours aussi efficaces? En d'autres termes, les règles du jeu ont-elles changé? On sait que la performance de l'investissement passif a largement surpassé celle des gestionnaires actifs. Malgré tout ça, on lit beaucoup d'articles prédisant que les gestionnaires actifs vont désormais prendre le dessus. On lit également que l'investissement passif est mal informé car les investisseurs négocient à l'aveuglette. Enfin, on lit que le poids des fonds communs de placement investis dans des indices dépasse 60% aux États-Unis. Avec tout ce bruit médiatique, nous avons donc pensé qu'il était opportun de partager avec nos auditeurs notre point de vue sur la gestion active par rapport à la gestion passive. Tout d'abord, je voudrais rappeler à nos auditeurs notre philosophie d'investissement. Nous nous appuyons sur des données factuelles et sur la science de l'investissement. Les données continuent d'être très claires. L'approche passive surpasse l'approche active. Acheter, conserver et rééquilibrer, en anglais on dit buy, hold and rebalance, est la meilleure option pour les investisseurs individuels. C'est plus avantageux sur le plan fiscal. En plus, les investisseurs sont beaucoup plus susceptibles de mieux gérer leurs émotions et de maintenir le cap dans les marchés difficiles. Donc, j'ajouterais finalement que les investisseurs vont également être plus susceptibles de profiter des rendements offerts par les marchés financiers au fil du temps. Il est donc tout à fait opportun de parler de ce qu'est l'approche passive. Est-elle toujours pertinente? François, le titre de ce rapport, selon moi, est subtil, mais il passe également un message essentiel. Je partage souvent avec mes clients l'idée fondamentale que les marchés ne sont pas comme un seul créditeur dans un compte de banque. Lorsque vous vendez, il y a un acheteur de l'autre côté de la transaction. Si vous y réfléchissez un instant, vous pouvez vous demander ce que cet acheteur sait que vous ignorez. Et l'inverse est également vrai. Si vous achetez, vous devez trouver un vendeur disposé à vendre à un prix qui vous semble raisonnable. C'est là que le point de vue unique des auteurs de ce rapport. Michel Mauboussin et Dan Callahan abordent vraiment ce concept fondamental qui consiste à savoir c'est qui se trouve de l'autre côté d'une transaction sur les marchés. Il y a des acteurs institutionnels, des investisseurs particuliers, des fonds souverains, des day traders, des fonds de couverture, etc. Tous ces traders contribuent à rendre le marché efficace. Oui, tout à fait, James, je suis d'accord avec ça. Puis c'est un sujet qui est passionnant. Pour nous aider à y voir plus clair, comme j'ai dit plus tôt, on a invité notre collègue Raymond Kerzero, qui est chercheur principal et responsable de recherche sur les services partagés chez PWL, à se joindre avec nous. Raymond, avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois que les auteurs du rapport, Michael Mauboussin et Dan Callahan, sont des personnalités très influentes dans le monde de la finance, n'est-ce pas? Exactement. Mauboussin est un titan de la finance comportementale et des sciences décisionnelles. Il travaille chez Morgan Stanley Investment Management. Il est également professeur adjoint à Columbia et il a écrit plusieurs livres sur la prise de décision financière.
Callahan et lui ont travaillé ensemble pendant des années dans des entreprises telles que Legg Mason et Crédit Suisse. Mais en fait, ça me donne l'impression qu'ils sont un peu comme les Batman et Robin du monde de la recherche en investissement, n'est-ce pas, Raymond? Exactement. Ils collaborent depuis longtemps et dans cet article, ils analysent la gestion des investissements à travers le prisme de la théorie de l'efficience des marchés. OK, Raymond, peux-tu nous donner un aperçu du rapport et nous expliquer pourquoi nous parlons encore d'efficacité des marchés en 2026? Bien sûr, François. C'est une bonne question. La théorie de l'efficience des marchés a vu le jour dans les années 1960 avec le professeur Eugene Fama, qui est un lauréat du prix Nobel à l'Université de Chicago. Oui, j'ajouterais à tout ça, Raymond, que nous, chez PWL, on a eu la chance d'assister à de nombreuses présentations de Gene Fama au fil des années. Il collabore depuis longtemps avec la firme Dimensional Fund Advisors. Il a présenté ses dernières recherches lors des conférences avancées auxquelles nous assistions chaque année depuis 2003. Raymond, je pense que ce serait une bonne idée de commencer par clarifier ce qu'on entend par efficience de marché. Ce terme prête à confusion pour beaucoup de gens. Oui, d'accord. Alors parlons-en. Pour revenir aux origines du concept, Fama l'a divisé en 3 niveaux d'efficience. Donc, il existe une forme faible d'efficience des marchés, une forme semi-forte et une forme forte. Dans la forme faible, pour commencer, les marchés actuels reflètent déjà toutes les données passées. Donc, étudier les tendances des cours boursiers passés ne vous aidera pas à surperformer. Ensuite, il y a la forme semi-forte. Dans ce cas, les prix reflètent toutes les informations accessibles au public, y compris les états financiers, les prévisions des analystes et autres informations requises par la réglementation. Enfin, la forme forte soutient que les prix reflètent toutes les informations disponibles, y compris les données confidentielles. Ray, quand les gens entendent parler d'efficacité de marché, ils pensent généralement que ça signifie que les marchés sont parfaitement efficaces. Mais basé sur notre expérience de plus de 25 ans en tant que gestionnaire de portefeuille, nous pouvons affirmer que les marchés ne sont pas parfaitement efficients. J'ajouterais également que Fama est d'accord avec cette affirmation que je viens de faire. Il a été très clair à ce sujet au fil des ans. Son point de vue est le suivant. Il est simplement dans votre intérêt d'agir comme s'il était parfaitement efficient. Et c'est ce que nos auditeurs doivent retenir, je crois, aujourd'hui de notre podcast. Sur les marchés, il existe toutes sortes de traders qui cherchent en permanence à trouver des inefficiences. Les fonds de couverture, les arbitragistes, toutes sortes de grands acteurs institutionnels qui négocient en pensant avoir un avantage sur les autres investisseurs. Mais la réalité est que les faits montrent que les gestionnaires actifs n'ont pas été en mesure de battre les gestionnaires passifs, même si le marché n'est pas parfaitement efficient. François, nous avons abordé ce sujet dans notre podcast numéro 83 en janvier dernier, lorsque nous avons passé en revue les performances du marché 2025. En fait, 2025 a été une excellente année où les gestionnaires auraient pu battre le marché. Larry Swedroe, un expert américain qu'on cite souvent dans nos podcasts, a écrit à ce sujet et on avait souligné ses propos lors de ce podcast. 2025 était une année idéale pour les gestionnaires actifs parce qu'il y avait une grande dispersion. Puis, dispersion, c'est les écarts entre les hauts et les bas sur les actions. Donc, sur 52 semaines, quel était le haut, quel était le bas. Les gestionnaires actifs sont censés acheter bas puis vendre haut, n'est-ce pas? Hein? C'est ça leur valeur ajoutée fondamentale. Mais compte tenu d'une année comme 2025, on aurait pensé que les gestionnaires actifs auraient pu exploiter cette situation et surpasser le marché, mais ils ne l'ont pas fait. Oui, surpasser le marché, c'est vraiment ce qui intéresse les investisseurs. Raymond, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, exactement. Mais en même temps, et c'est vraiment la principale conclusion de l'article, si vous voulez surperformer le marché, vous devez avoir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs. C'est ce qui nous amène au titre du rapport Who's on the other side, qui est de l'autre côté, car chaque fois qu'un investisseur achète une action, il y a quelqu'un d'autre qui lui vend. Et voilà. Et si vous êtes mieux informé que le vendeur, vous faites probablement une bonne affaire.
Et à l'inverse, s'élancer plus que vous, c'est probablement vous qui risquez de vous faire avoir. Mais Raymond, tout ça, ça repose en grande partie sur la capacité d'un investisseur, que ce soit un particulier ou un institutionnel, à évaluer la juste valeur d'une action. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'on doit connaître la valeur future des flux de trésorerie d'une entreprise. Or, celle-ci n'est pas connue. Il faut donc faire des prévisions. Et pour estimer sa valeur, il faut disposer d'un taux d'actualisation pour escompter ces flux de trésorerie futurs. Fait que, quel est le taux d'actualisation approprié? Là encore, il faut faire des prévisions. La gestion active vous vend l'idée qu'elle peut prédire l'avenir. Mais on sait tous que très peu de gestionnaires parviennent à battre le marché de manière constante et sur le long terme. Oui, c'est tout à fait exact, James, qui est difficile de battre le marché. Mais Raymond, à quel point est-ce qu'il est difficile de gagner à ce jeu? Qu'est-ce que dit l'article à ce sujet? Oui, donc dans le jeu de la gestion active, il devrait y avoir un gagnant et un perdant, n'est-ce pas? Mhm. Et gagner est beaucoup plus difficile que les gens ne le pensent. Au cours du siècle dernier, selon le rapport, seulement 2 des entreprises ont créé 90 de la richesse totale du marché. Il est donc très difficile de sélectionner les bonnes actions. Les chances sont très faibles. Eh bien, encore une fois, oui, on a produit un podcast en 2024, le numéro 67, dans lequel nous avons discuté des recherches du professeur Bessenbinder. Et ses conclusions sont vraiment révélatrices quant aux statistiques montrant que seulement quelques actions génèrent la majeure partie des rendements du marché des capitaux. Donc, je recommande à nos auditeurs de réécouter ce podcast pour en savoir plus. Le message fondamental du professeur Bessenbinder est qu'il existe très peu d'actions qui génèrent la majeure partie des rendements à long terme. Les gestionnaires actifs doivent avoir la capacité de trouver et de sélectionner les quelques actions qui leur permettront d'obtenir des rendements supérieurs à ceux du marché. Oui, tout à fait. Les chances de battre les marchés dans la gestion active sont très minces. Donc, si un investisseur veut bénéficier de ces 2 quels sont les avantages dont il a besoin selon Mauboussin et Callahan? Bien, François, les auteurs du rapport décrivent 4 catégories spécifiques d'avantages. À partir de ces catégories, les auteurs fournissent aux investisseurs une grille d'auto-évaluation de leurs chances de réussite en tant que gestionnaire actif. Pour être un gestionnaire actif performant, le premier type d'avantage est comportemental. Ça signifie que vous êtes plus rationnel, moins guidé par les émotions que les autres investisseurs. Vous avez peut-être un esprit plus indépendant. Vous êtes capable de résister à l'envie de suivre le mouvement lorsque les investisseurs s'enthousiasment à l'excès pour une action à la mode. Ou peut-être le contraire, lorsque le marché s'effondre et que tout le monde veut vendre en panique, vous restez plus calme et vous savez identifier le moment opportun pour acheter à des prix avantageux. OK, ça, c'était la première catégorie d'avantages. C'est quoi la deuxième, Raymond? Le deuxième type, c'est le mode analytique. Par exemple, vous pouvez tirer profit d'un titre qui n'est peut-être pas intéressant à court terme, mais dont vous prévoyez qu'il sera probablement très performant sur le long terme. Mhm. Ou peut-être comprenez-vous simplement mieux le modèle économique d'une entreprise que la plupart des acteurs sur le marché, ce qui vous offre une opportunité d'achat. Le troisième avantage maintenant, Raymond? Bien, François, le troisième type d'avantage est d'ordre informationnel. Les recherches approfondies permettent aux investisseurs de découvrir des informations précieuses sur les entreprises complexes qui ne sont pas facilement accessibles aux autres investisseurs. Et il nous reste un quatrième type d'avantage, c'est l'avantage que les auteurs appellent technique. C'est un avantage qui vous permet d'exploiter les déséquilibres temporaires entre l'offre et la demande d'un titre. Par exemple, un investisseur peut exceller dans l'étude des positions à découvert sur le marché en essayant de prédire quelles actions pourraient être touchées par ce qu'on appelle un short squeeze en anglais, Mhm. lorsque le cours d'une action particulière monte en flèche parce que les vendeurs à découvert paniquent et achètent les actions à la hâte pour limiter leurs pertes. OK, oui, je comprends. Alors, messieurs, je vais essayer de résumer ce que les auteurs proposent dans le rapport. Ils essaient de démontrer que les gestionnaires actifs peuvent battre le marché à condition de développer un avantage sur les autres investisseurs dans les quatre domaines.
Pour moi, c'est presque impossible. On doit maîtriser beaucoup de détails et les utiliser pour négocier et prendre avantage sur la personne de l'autre côté de la transaction, que ce soit en achetant ou en vendant. Tout revient donc à prévenir l'avenir. On sait que c'est impossible de prévoir l'avenir. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'il soit possible pour quiconque de prédire l'avenir avec régularité. Les investisseurs qui pensent pouvoir le faire par eux-mêmes, pour moi, se font des illusions. Les preuves que les gestionnaires actifs ne peuvent pas surpasser le marché sont convaincantes. C'est particulièrement vrai pour les actions américaines au cours des 15 dernières années où les rendements ont été tirés par les actions Mag 7. Les gestionnaires actifs, en fait, sont soumis à des restrictions professionnelles en matière de concentration dans leur portefeuille. Puis, lorsque le marché lui-même est devenu concentré, c'est là que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas suivre le rythme. Je pense que c'est la raison pour laquelle on constate que les gestionnaires actifs s'attendent maintenant à surpasser le marché. Ray, penses-tu que les investisseurs particuliers peuvent maîtriser tout ça? Bien sûr que non. Et si j'adopte le point de vue présenté dans le rapport, ça nécessite un changement total de mentalité. Vous cesserez de vous demander, est-ce une bonne entreprise? Et vous poserez plutôt des questions différentes, comme qui est de l'autre côté de la transaction? Pourquoi vendent-ils maintenant? Quel est mon avantage spécifique? Est-il comportemental? Est-ce que je suis meilleur analyste? Est-ce que je suis mieux informé? Ou est-ce que j'ai un avantage sur le plan technique? Pourquoi serais-je si spécial? Qu'est-ce qui fait que je suis si spécial? Ouais, et si un investisseur se rend compte qu'il n'est pas si spécial, qu'il n'a aucun avantage, que ce soit, comme tu as dit, Raymond, comportemental, analytique, informationnel ou technique, il ne devrait pas transiger activement. C'est bien ça? Oui, François. La meilleure chose à faire pour un investisseur, c'est d'adopter le portefeuille passif afin de capturer les rendements du marché. Raymond, on a partagé ce message à plusieurs reprises dans nos podcasts. Si vous essayez de sélectionner des actions, vous pouvez avoir de la chance. Vous pouvez être mardeux en bon français. Mais ne confondez pas la chance avec la compétence. C'est la même chose pour le choix d'un gestionnaire actif. Il est tout aussi difficile de trouver le meilleur gestionnaire actif et de savoir combien de temps le fonds va surperformer. Les gestionnaires actifs peuvent avoir du succès pendant un certain temps, mais comment savoir quand leur recette miracle va arrêter de fonctionner? Vous vous retrouverez alors à la case de départ à devoir choisir un autre gestionnaire actif pour battre le marché. Ça réduit vos chances de capturer efficacement les rendements du marché des capitaux. Donc, pour moi, Ray, je ne vois pas en quoi un investisseur ou un conseiller aurait un avantage de choisir des gestionnaires actifs. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt en citant Gene Fama, à savoir que oui, les marchés ne sont pas parfaitement efficaces, mais il faut se comporter comme s'ils l'étaient. C'est vraiment la leçon importante que nos auditeurs devraient retenir du podcast d'aujourd'hui. En adoptant une stratégie d'investissement passif, vous vous donnez les meilleures chances possibles de capturer les rendements des marchés financiers. Oui, je suis bien d'accord. J'ajouterais même que d'un point de vue fiscal, les fonds gérés de manière passive sont également très intéressants parce qu'ils génèrent peu de distribution de gains en capital. Comme les fonds passifs distribuent très peu de gains en capital, ils permettent aux investisseurs de reporter l'impôt jusqu'au moment où ils seront prêts à vendre leurs actions. Ouais, c'est un point vraiment important que tu apportes ici, Raymond, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, puis c'est ce qu'on constate dans les portefeuilles de nos clients, en particulier ceux qui sont avec nous depuis plusieurs années. S'ils ne sont pas en mode de décumulation et qu'ils ont continué à investir, à épargner, les gains non réalisés qu'ils ont accumulés dans leur compte imposable sont vraiment impressionnants. Et surtout après 3 années récentes de rendement à 2 chiffres sur les actions. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils cumulent des rendements avant impôt dans un compte imposable. C'est très puissant et cette efficacité fiscale est vraiment extraordinaire. Non seulement nous captons efficacement les rendements des marchés financiers, mais dans les comptes imposables, nous reportons l'impôt sur les gains en capital aussi longtemps que possible. Cela dit, nous veillons à respecter le profil de risque des clients et la répartition d'actifs à long terme de leur portefeuille. Exactement.
Maintenant, on sait que les fonds communs de placement actifs ont des résultats désastreux. Au Canada, au moins 97% des fonds communs de placement actifs n'ont pas réussi à battre leur indice de référence sur 10 ans dans toutes les catégories. On n'a pas encore examiné le rapport SPIVA pour l'année 2025, mais je doute qu'il soit pas très différent des années précédentes. On va s'assurer d'examiner le rapport et également le rapport Active versus Passive Fund Monitor de Morningstar dans un prochain podcast. Eh bien, je suis d'accord, François. C'est toujours un sujet important dans lequel nous partageons avec nos auditeurs les résultats des derniers rapports SPIVA sur les performances des gestionnaires actifs par rapport à un indice de référence. Et les statistiques ont été sans appel ces dernières années en faveur de la gestion passive. Ray, d'après tout ce que disent les auteurs Mauboussin et Callahan, est-il juste d'affirmer que les investisseurs particuliers disposant d'un capital à long terme, pour eux, la gestion passive reste la meilleure option réelle pour être fiscalement efficace et tirer parti des rendements qu'offrent les marchés financiers? Oui, tout à fait. En fait, accepter l'idée que les marchés sont, disons, raisonnablement efficaces ne signifie pas qu'ils sont parfaitement efficaces, comme vous l'avez dit plus tôt. Mais accepter l'efficacité des marchés, c'est vraiment changer de mentalité. Ça amène l'investisseur à cesser de gaspiller son énergie, à essayer de prédire l'évolution des marchés, prédire quelles actions vont surperformer ou quel gestionnaire de fonds communs de placement va surperformer. Vous cessez simplement de gaspiller votre énergie à cela et vous commencez à vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler. Oui, et comment vraiment un conseiller financier peut-il aider les investisseurs ou en d'autres termes, comment un conseiller financier peut-il apporter une valeur ajoutée aux investisseurs? Bien, François, 4 choses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, il y a la partie évaluation du profil de risque du client. Nous devions évaluer le niveau de risque qu'un investisseur devrait et peut supporter. Ensuite, il y a la décision de répartition des actifs, qui consiste à trouver le bon équilibre entre les actions et obligations. Vous voulez donc disposer de suffisamment d'actions pour générer des rendements plus élevés, mais vous voulez également disposer d'obligations pour vous protéger contre les baisses et vous assurer d'une certaine stabilité. Il s'agit donc de trouver un bon équilibre entre croissance et stabilité. Vient ensuite la gestion de portefeuille. Il faut mettre en œuvre le portefeuille, le rééquilibrer régulièrement, exécuter les transactions afin de le maintenir en phase avec ses objectifs à long terme. Enfin, et c'est peut-être la plus importante partie, il y a la planification financière. Le conseiller doit établir une feuille de route à long terme afin que l'investisseur puisse atteindre ses objectifs de vie. Oui, ben, je pense que c'est vraiment le rôle que chaque conseiller devrait jouer. Je pense que c'est le rôle que nous jouons ici chez PWL et que James et l'équipe jouent auprès de nos clients. Puis ça, c'est au cœur des activités de la création de PWL il y a maintenant 30 ans. Oui, merci François. On célèbre effectivement notre 30e anniversaire cette année. Mais messieurs, je pense que cette mise à jour sur l'efficience des marchés, ça nous rassure que notre philosophie de placement est toujours la bonne. Nous en savons désormais davantage sur la situation actuelle des marchés financiers et nous savons qu'il n'est pas plus facile aujourd'hui qu'hier de prendre l'avantage sur les autres investisseurs. Il faut disposer de compétences exceptionnelles qui sont rares et de ressources très importantes pour mener les recherches nécessaires afin de surpasser le marché. Avec tous les différents acteurs qui négocient activement sur le marché, institutions, investisseurs particuliers et fonds souverains et tant d'autres, la sagesse des foules, ce qu'on dit en anglais, the wisdom of crowds, l'emportera à long terme. Les auteurs de ce rapport ne présentent aucune preuve que la gestion active permettra de battre systématiquement le marché de manière fiscalement efficace. Donc, notre message demeure: ignorez le bruit de la presse financière et tenez-vous-en à votre plan d'investissement à long terme. La gestion passive avec un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale vous offre la plus grande probabilité de réussite. Je suis d'accord avec ça. Et sur cette note, on va conclure. Je pense que l'examen de ce rapport apporte une nouvelle couleur, une nouvelle perspective au débat entre la gestion active et la gestion passive. Sur ce, merci Raymond d'avoir participé à notre épisode aujourd'hui. J'ai certainement beaucoup appris et j'espère que nos auditeurs ont trouvé le sujet intéressant. Ça m'a fait plaisir, François. Merci aussi à toi, James, pour ta contribution encore aujourd'hui. Comme toujours, François, ça me fait un grand plaisir.
Eh bien, c'est tout pour ce 85e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. Également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 15 avril. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. À bientôt et merci encore.